Oui, bonjour. Pardon pour ce faux démarrage. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir pour ce matin pour cette webconférence de l'UPV sur le thème Employeur, comment gérer l'inaptitude de vos salariés, un sujet sur lequel le service juridique de l'UPV est régulièrement sollicité. Dans un contexte de vieillissement de la population active, d'allongement des durées de cotisation et donc d'activité professionnelle, le volume de journées d'arrêt de travail ne cesse de croître. Parallèlement, les procédures de suivi médical des salariés et les obligations de reclassement évoluent. Dans cet environnement parfois complexe, la gestion de l'inaptitude d'un salarié est encadrée par la loi et nécessite un processus spécifique pour l'employeur. Il est donc essentiel que l'employeur connaisse la réglementation pour éviter tout litige et pour respecter les droits du salarié. Afin d'aborder ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Pierre Pomérance, avocat du cabinet Froment-Briens. Je le remercie pour sa participation. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne, nous les transmettrons à notre intervenant. Pour des questions plus complexes, nous reviendrons vers vous ultérieurement. Maître, c'est à vous. Écoutez, merci beaucoup Madame Chauvin pour cette invitation et merci à l'Union patronale du Var d'avoir mis en place cette webconférence qui est fort bien intéressante parce que l'inaptitude est effectivement un sujet majeur dans les entreprises et notamment dans les contentieux qui se retrouvent devant le Conseil de prud'homme. Alors en 1 heure, l'objectif pour moi va être de vous présenter de nombreux enjeux sur ce sujet-là, les bonnes pratiques que vous devez avoir en la matière côté employeur et tous les points d'attention que vous devez faire mettre en place dans le cadre de cette procédure. Plusieurs objectifs qui sont à mon sens importants et que vous avez vu dans l'invitation de ce webinaire, c'est bien évidemment reconnaître un avis d'inaptitude, parce que par moment, on peut voir certains avis de la médecine du travail ou des services de santé au travail qui ne sont pas des avis d'inaptitude. Mettre en place, bien évidemment, une recherche sérieuse et loyale de reclassement dans votre entreprise, quand vous êtes une TPE-PME, ou si vous êtes une plus grosse entreprise et que vous appartenez à un groupe. Est-ce que vous avez ou pas des élus du personnel? Donc, est-ce qu'il faut les consulter dans le cadre de cette inaptitude? Est-ce que l'inaptitude touche un salarié protégé? Dans ce cas-là, le salarié protégé, comment il sera traité effectivement par l'employeur? Et enfin, est-ce qu'on doit, après l'avis d'inaptitude, reprendre ou non le salaire d'un collaborateur? Le premier point sur lequel on va d'abord échanger entre nous, c'est juste une légère introduction pour vous rappeler que depuis 2016, il y a une volonté d'harmonisation entre l'inaptitude professionnelle et non professionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des pratiques et le Code du travail vous soumet la même procédure. Et l'objectif qui était cherché par le législateur, c'est d'une part de sécuriser les pratiques et d'autre part, bien évidemment, d'améliorer la gestion des relations entre les services de santé au travail et les employeurs. On a une dernière loi qui est assez récente, la loi santé au travail, dont vous avez de nombreux décrets d'application qui sont en train de paraître encore à l'heure actuelle, dont le but effectivement est de lutter contre la désertion professionnelle et d'ajuster l'organisation vis-à-vis des nouveaux risques. L'inaptitude, elle va intervenir dans ce contexte-là. Et la loi santé au travail, elle va avoir le but aussi d'anticiper ce risque d'inaptitude. On verra tout à l'heure quelques modifications sur les différentes visites professionnelles qui existent durant l'exercice des fonctions d'un collaborateur pour permettre effectivement à un employeur de prendre en amont tous les risques relatifs à l'exercice professionnel d'un de ses salariés. D'abord, on va partir sur l'inaptitude. Vous avez plusieurs grandes phases dans le cas d'une inaptitude d'un collaborateur. Et la première, bien évidemment, c'est de la définir et de savoir comment et qui va la constater. Une fois que vous avez cette décision d'inaptitude, on ira voir les conséquences. C'est-à-dire qu'on ira voir est-ce que l'employeur doit mettre ou pas une phase de reclassement. Et enfin, la dernière phase, c'est la procédure de licenciement en tant que telle. C'est-à-dire si on n'arrive pas à reclasser ou si on a une dispense de reclassement. Donc sur cette première phase, c'est celle de la définition du constat d'inaptitude. D'abord, simplement, l'inaptitude, il faut bien comprendre que c'est une incapacité qui est soit physique ou mentale à exercer tout ou partie de ses fonctions. Donc, elle va être partielle ou totale, c'est-à-dire que par moment, vous le voyez, la médecine du travail va vous dire, c'est une inaptitude sur un poste. Donc, on voit bien qu'elle sera totale et le salarié ne peut plus exercer ses fonctions, ou elle va être partielle, c'est-à-dire qu'on va vous dire, il peut toujours exercer ces fonctions-là, mais il faut que vous trouviez, par exemple, du télétravail ou des modes d'organisation
avec des ports de charge, par exemple, plus ou moins lourdes, ou des gestes différents si davantage vous êtes dans un secteur de manutention. Elle est temporaire ou définitive parce que ça, effectivement, là encore, ça va dépendre des conclusions de la médecine du travail. Si ou pas on se trouve dans une inaptitude, des fois c'est une aptitude avec réserve, et on verra tout à l'heure les différences. Et elle peut être d'origine professionnelle ou non professionnelle. Sur ce point-là, il faut faire assez attention parce que souvent on peut penser que un arrêt maladie ordinaire de droit commun, donc c'est-à-dire une prise en charge par la CPM ou la MSA selon votre affiliation, relève finalement d'une maladie de droit privé. C'est-à-dire qu'on peut penser que quelqu'un qui est arrêté pendant plusieurs mois, plusieurs années pour de la maladie ordinaire relève finalement du régime de l'inaptitude d'origine non professionnelle. Là, il faut faire attention et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des bonnes relations avec la médecine du travail et de bien effectivement échanger avec les services de santé au travail parce que vous pouvez avoir tout de même une origine professionnelle qui se cache derrière cet arrêt de travail. Et la Cour de cassation, c'est pour ça que je vous mettais ce petit rappel à côté. C'est pas parce que vous avez une déclaration d'ATMP, donc d'accident de travail, une maladie professionnelle par la CPM ou la MSA, que ça va entraîner automatiquement une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle. On va déconnecter, on va déquereller tout ça, et en réalité, c'est la médecine du travail qui va regarder effectivement avec l'employeur si ou pas il y a une origine professionnelle. C'est pour ça que c'est toujours intéressant quand vous êtes dans le cas d'une inaptitude de bien interroger la médecine du travail pour avoir son sentiment écrit, bien évidemment, afin qu'elle puisse se prononcer. C'est sûr que d'un point de vue général, quand vous avez une maladie ordinaire de droit commun, on est en droit de penser que c'est de l'origine non professionnelle, et quand vous êtes lié à un ATMP reconnu par la CPM et la MSA, il y a quand même des faisceaux d'indices qui vont démontrer qu'il y a une origine professionnelle dans le cadre de cette inaptitude. Donc vérifiez bien tout ça, parce que ça va donner effectivement le contexte, même s'il y a une harmonisation des pratiques aujourd'hui dans la gestion de l'inaptitude professionnelle ou non professionnelle, l'idée c'est la conséquence derrière, à savoir les indemnités de licenciement, l'indemnité spéciale du licenciement et le préavis. Et on verra la conclusion du coût pour l'employeur de la gestion de cette inaptitude. À ce stade, bien évidemment, il faut que vous fassiez attention. Parce que vous voyez, l'inaptitude, c'est une incapacité. Il ne faut pas la confondre, cette inaptitude, avec l'invalidité. L'invalidité, c'est effectivement apprécié selon deux critères, et pas par la médecine du travail, mais par le médecin conseil de la CPAM ou de la MSA, bien évidemment, selon votre secteur d'activité. L'invalidité, donc c'est une déficience qui est physique ou mentale. Vous voyez, c'est assez similaire finalement parce que on voit déficience physique et mentale. Auparavant, l'inaptitude, c'est une incapacité qui peut être physique et mentale. Il y a un handicap socio-professionnel consécutif à cette défiance, nous dit dans la validité. Elle est classée en trois catégories, en 2 et 3. La première, vous êtes capable d'exercer une activité rémunérée. Quand vous êtes invalide seconde catégorie, vous êtes absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Et en 3, c'est encore le stade ultérieur dans le cadre de la reconnaissance de la CPM ou de la MSA. Attention, on le verra, l'inaptitude, au terme d'une procédure, peut être un motif de licenciement, contrairement à l'invalidité, et ça a été jugé, il y a toujours des jurisprudences constantes depuis 98, et c'est à titre de communication que je vous ai mis en dessous de la Cour de cassation, où là, on vient de vous dire, c'est pas parce que vous avez un salarié qui est reconnu invalide que vous devez engager une procédure de licenciement sur ce chef-là. Donc, bien évidemment, faites attention, ne le faites pas, sinon ça serait discriminatoire vis-à-vis de son état de santé, ce qui veut dire un licenciement nul et des indemnités de rupture conséquentes vis-à-vis de cette situation. L'invalidité va entraîner quand même une certaine conséquence parce que quand vous êtes en invalidité, finalement, c'est la conséquence de plusieurs arrêts de travail qui ont été l'échéance finalement auprès de la CPM ou de la MSA. Et cette invalidité, il y a un arrêt très récent de la Cour de cassation qui vient de vous dire que quand vous êtes classé en invalidité à l'issue, par exemple, d'arrêt de travail, et que le salarié continue finalement à fournir des arrêts de travail à l'employeur, et qu'il a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, eh bien la Cour de cassation, le 12 avril 2023, donc s'il n'y a pas très longtemps, vient de nous dire il faut organiser comme une visite de reprise. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça fait écho à un arrêt de la Cour de cassation de 2020. Et on a l'impression que aujourd'hui, en termes d'invalidité, on va avoir plusieurs hypothèses. L'hypothèse 1, c'est le salarié qui est reconnu à l'issue de ses arrêts de travail en personne invalide par la CPM ou la MSA, et va continuer à fournir des arrêts après son classement d'invalidité numéro 2.
la jurisprudence de 2023 avec la jurisprudence de 2020, elle va sembler indiquer que l'employeur va organiser une visite de reprise. Alors que normalement, vous le savez, quand vous fournissez des arrêts de travail, votre contrat de travail est toujours suspendu. Hypothèse numéro 2, le salarié n'informe pas l'employeur de son classement en invalidité parce qu'il n'a aucune obligation de le faire, bien évidemment, et ne fournit plus d'arrêt de travail. Là aussi, il faut organiser de toute façon une visite de reprise. Parce que vous imaginez bien que, en général, une invalidité, mais on verra avec la loi travail, c'est un peu plus de 60 jours, 30 jours d'arrêt de travail. Vous devez organiser cette visite de reprise. Donc là, si le salarié ne vous communique plus d'arrêt de travail, c'est que finalement, il n'est plus dans une période de suspension. L'hypothèse numéro 3, le salarié informe de son classement d'invalidité, ne fournit plus d'arrêt de travail, exprime son souhait de reprendre le travail. Dans ce cas-là, il faut aussi organiser une visite de reprise avec le médecin du travail pour gérer la situation. Enfin, dernière hypothèse, le salarié informe l'employeur de son classement d'invalidité numéro 2 et ne fournit plus d'arrêt et exprime le souhait de ne pas reprendre le travail, même si c'est très théorique comme je vous l'ai indiqué, en l'absence d'arrêt de travail, on ne peut pas effectivement s'abstenir de cette visite de reprise qui doit être mise en place. Voilà pour l'inaptitude et la différence qu'il y a avec l'invalidité. Donc l'invalidité, retenez bien que c'est lié à la CPAM ou la MSA, qui est la conséquence d'un arrêt de travail qui se poursuit dans le temps, et compte tenu de l'état de santé du collaborateur, eh bien la CPAM ou la MSA va le considérer invalide. Une fois qu'il est invalide, et selon les hypothèses présentées, vous allez devoir organiser une visite de reprise avec la médecine du travail. Et pourquoi je vous parle régulièrement de cette médecine du travail? Parce que le constat de l'inaptitude, c'est sa compétence exclusive. Donc ça, c'est une source que vous retrouvez dans la partie réglementaire du Code du travail, mais également dans les circulaires de la Direction générale du travail, qui est un organe du ministère du Travail et qui est opposable, bien évidemment, à l'administration et aux médecins, et aussi aux employeurs. Il faut faire attention, donc bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'autres professionnels que le médecin du travail qui peut prononcer cette inaptitude. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un médecin conseil de la CPAM, de la MSA, vous ne pouvez pas avoir une commission médicale, parce que ça existe des fois dans des entreprises ou sur les conventions de branche, où il y a des institutions de commissions médicales qui sont composées de plusieurs praticiens pour mettre en place une amélioration des travailleurs handicapés au travail, pour éviter la désinsertion professionnelle. Bien là non plus, c'est vraiment le médecin du travail. Et même un salarié, vous demandez une convocation auprès du médecin du travail, c'est pas son collaborateur, c'est-à-dire c'est pas un infirmier ou un autre membre du service de santé au travail qui va déclarer l'inaptitude d'un collaborateur. On est vraiment là sur une compétence exclusive, et attention, parce que dès lors, et ça c'est notamment les visites d'information de prévention ou les suivis périodiques qui peuvent être exercés par un autre collaborateur que le médecin du travail, donc un infirmier par exemple, et dans ces visites-là, on le verra, on peut parfois reconnaître l'inaptitude, mais il faut absolument que ce soit le médecin, parce que sinon, conséquence, c'est un licenciement discriminatoire. C'est-à-dire que si vous avez une inaptitude qui est prononcée par quelqu'un d'autre que le médecin du travail, et que vous prenez en compte cette conclusion d'avis d'inaptitude par cet autre professionnel que le médecin du travail, ça sera un licenciement nul. Raison de discrimination vis-à-vis de l'état de santé. Vous voyez, c'est une jurisprudence qui est un peu ancienne, de 2000, mais qui n'a pas été remise en cause depuis. Alors, c'est sûr que vous avez déjà, si vous allez au bout de cette logique-là et que vous avez licencié donc sans avoir l'avis du médecin du travail, vous avez déjà versé en règle générale les indemnités de rupture aux collaborateurs, mais vous allez devoir verser en plus certaines indemnités relatives au licenciement nul, c'est-à-dire les 6 derniers mois de salaire vis-à-vis du collaborateur. Alors si c'est quelqu'un qui a été recruté et qu'il a un peu moins de 6 mois, il y aura effectivement tout de même cette indemnité, on calculera vis-à-vis d'un salaire de référence, mais pour quelqu'un qui est présent depuis plus longtemps, c'est les 6 derniers. À quel moment? Donc on a vu qui constatait l'inaptitude, et à quel moment on va la constater, cette inaptitude? Soit lors d'une visite médicale de reprise, ça c'est le cas que vous rencontrez le plus régulièrement, et puis on fera un focus après de quand est-ce qu'a lieu cette visite de reprise, ou à l'occasion, bien évidemment, parce que ça on ne le dit pas assez, de tout autre examen médical. Et dès lors qu'il y a le médecin du travail, dès lors qu'on est convoqué et que le médecin du travail, que sur la demande du salarié, à la demande de l'employeur, sauf pour les visites de pré-reprise, même si c'est pendant une période de suspension du contrat de travail, et une visite à la demande du salarié, vous pouvez avoir un avis d'inaptitude de la médecine du travail. Et c'est un arrêt très récent,
24 mai 2023. Donc, vous voyez, j'essaie de vous trouver des arrêts les plus récents pour vous montrer que voilà, c'est une matière qui vit aussi en matière jurisprudentielle, où là, on est donc pendant une période de suspension du contrat de travail, il n'y a pas de visite de reprise en tant que telle. C'est le salarié qui va demander pendant sa période de suspension une visite à sa demande auprès de la médecine du travail. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le médecin du travail va déclarer une inaptitude. Et c'est tout à fait possible, parce qu'on n'a pas besoin de visite de reprise en tant que telle. C'est une visite qui doit, bien évidemment, remplir des conditions. On y verra juste après, mais là, je vous donne quelques teasings. Il faut bien évidemment que l'avis mentionne que c'est une inaptitude suite à une visite médicale, suivie d'une étude de poste, des conditions de travail, d'un échange avec l'employeur. Et on précise effectivement la dernière date d'actualisation de la fiche de l'entreprise. Donc ça, c'est les conditions qu'a posé cet arrêt, parce qu'on verra, c'est les conditions essentielles de reconnaissance d'un avis d'inaptitude. Et ce constat d'inaptitude, c'était voilà par rapport à ce que je voulais un peu vous montrer en perspective, à quel moment il a lieu. Donc, il a lieu effectivement, grâce à la loi santé au travail, il y a eu une modification de différents régimes. Alors, il n'aura pas lieu au niveau de la visite de pré-reprise, d'accord? Donc, c'est après 30 jours d'absence, parce que là, en réalité, le médecin du travail, son objectif lors d'une visite de pré-reprise n'est pas effectivement d'échanger avec l'employeur, il est d'échanger exclusivement avec le collaborateur, d'accord? Donc, c'est pour ça que souvent, vous pouvez voir des fiches de visite de pré-reprise où on va indiquer au collaborateur, ben voilà, inaptitude éventuelle, attente de retour de l'employeur. Donc, c'est pas pendant cette visite de reprise qu'on va avoir ce constat d'inaptitude parce que le médecin du travail ne va pas échanger avec l'employeur sur ce sujet, sur le suivi du poste, sur l'actualisation de l'entreprise ou encore effectivement sur les conditions de travail de sa salariée. Par contre, c'est ce que vous le voyez le plus fréquent. Vous avez des collaborateurs maintenant, voilà, c'est une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident de travail ou 60 jours pour cause de maladie ou d'accident de travail non professionnel. Donc, en général, voilà, des collaborateurs qui attendent un peu plus régulièrement, voilà, qui se prolongent en arrêt de travail. C'est pour ça que souvent, on a la visite de reprise qui est la source de déclaration de l'avis d'inaptitude d'un salarié, mais c'est pas tout le temps le cas. Vous avez plusieurs autres visites, hein, bien évidemment. Alors, le rendez-vous de liaison aujourd'hui est très peu mis en place, mais c'est un rendez-vous effectivement qui a surtout pour objet effectivement d'accompagner le collaborateur et de le préparer à sa visite. Donc là, il n'y a pas de cas pratique encore parce que ça a été mis en place par la loi santé au travail, mais on imagine que le rendez-vous de liaison comme la visite de pré-reprise ne pourront pas donner lieu effectivement à ce constat d'inaptitude. Parce que là, l'objectif, encore une fois, c'est pas forcément d'associer de suite l'employeur ou la médecine du travail, parce que le rendez-vous de liaison, il est surtout entre l'employeur et le salarié pour essayer de le remobiliser et d'éviter ce que je vous disais en introduction, les absences et la désinsertion professionnelle. Mais vous avez effectivement aujourd'hui des visites comme la visite médicale demi-carrière ou la visite médicale avant le départ à la retraite ou post-exposition qui n'existaient pas ou qui ont été renforcées et qui pourraient elles aussi donner lieu, bien évidemment, à un constat d'inaptitude. Médecin du travail, visite de reprise ou pendant une autre visite du moment qu'il y a le médecin du travail dedans, donc ça on le voit, mais aussi combien il faut de visites, c'est-à-dire que est-ce qu'une visite ça suffit ou est-ce qu'il vous faut plusieurs visites auprès de la médecine du travail? Et ben là, le code est très clair, c'est-à-dire que on a une seule visite auprès de la médecine du travail peut suffire pour déclarer et constater l'inaptitude d'un collaborateur. Sauf, bien évidemment, et ça c'est le pouvoir de la médecine du travail, parce qu'il a toujours cette compétence, s'il estime nécessaire une seconde visite. Et dans quel cas, elle doit venir dans un délai de 15 jours entre les deux visites espacées afin de traiter de la situation de santé du collaborateur. Alors, il y avait deux visites séparées de 15 jours qui sont exigées, et cette exigence, elle peut s'appliquer, voilà, quand, bien évidemment, à n'importe quelle situation, elle peut être mise en place après une visite de reprise, vous voyez, ou d'une visite d'aptitude périodique obligatoire. Donc ça, c'est des jurisprudences, soit pour un salarié protégé, vous voyez, en 2009, ou pour 2010 pour un salarié non protégé, ou lors d'une visite occasionnelle suivie d'une visite demandée par l'employeur. Donc ces visites espacées, elles peuvent venir aussi dans n'importe quel type de construction, on va dire, avec la médecine du travail, un peu à l'instar de ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire que la visite
le constat d'inaptitude peut venir pendant une période de suspension du contrat de travail ou à tout type d'autres moments. Donc là, c'est ce qu'a voulu dire la jurisprudence, c'est que vous avez une seule visite, mais si vous avez deux visites, elles peuvent venir dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire à la suite d'une visite de reprise, d'une visite de suivi périodique ou encore d'une visite occasionnelle. En matière de visite de reprise, simplement un petit focus par rapport à ce qui se fait, parce qu'elle a été mise à jour un peu par la loi santé au travail. Et donc, vous voyez bien évidemment que cette visite de reprise, c'est quand? C'est après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'au moins 30 jours avec accident de travail, plus de 60 jours pour maladie et accident non professionnel. Qui a l'initiative de cette visite de reprise? Eh bien, vous avez l'obligation de sécurité, L4121 du Code du travail, ne l'oubliez pas, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé psychique et physique d'un collaborateur. Donc, c'est vous qui, effectivement, devez prendre l'initiative de cette première visite et de cette deuxième visite médicale de reprise. Et là, la convocation doit être effectuée par tout moyen. Alors, bien évidemment, nous, on le voit, une convocation écrite, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est toujours des moyens de preuve derrière. Donc, privilégier, bien évidemment, les courriers recommandés ou les courriers électroniques, maintenant que la nouvelle technologie se développe, avec accusé de réception, ou au moins de demander une confirmation au salarié s'il a bien reçu. Bon, éviter un peu les SMS, je sais que c'est une pratique un peu chez les TPE, d'envoyer des SMS aux collaborateurs, mais éviter, parce que c'est toujours problématique après de savoir s'il a bien reçu les SMS aussi, même si maintenant sur WhatsApp, sans faire de pub, ou d'autres applications, on peut voir que la personne a bien reçu, mais privilégier tout de même les courriers recommandés avec la poste, parce que le conseil de prud'homme, bien que vous ayez des conseillers qui peuvent être aussi des fois relativement jeunes, tout le monde n'est pas très jeune aussi devant le conseil de prud'homme, donc ils ne peuvent pas très bien comprendre pourquoi on envoie une convocation par téléphone. Donc évitez ça, restez sur des choses assez pratico-pratiques pour vous ménager, parce que pourquoi? Parce que derrière, vous avez des problématiques de dommages à intérêt, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de barème Macron sur ce genre de choses. Vous savez que vous avez une rupture abusive aujourd'hui, selon l'ancienneté du collaborateur, vous avez le droit, quand vous êtes salarié et que votre licenciement est requalifié abusif devant le conseil de prud'homme, d'obtenir une réparation qui dépend de votre ancienneté. Là, c'est des dommages d'intérêt qui ne sont pas fixés par rapport à ce barème-là, donc qui sont du pouvoir souverain du juge. Donc ça peut monter des fois selon la faute de l'employeur et selon la situation à entre 5 et 20 000 euros. Donc ça dépend vraiment de l'ancienneté, ça dépend de la situation. Est-ce que le salarié était en accident de travail, en maladie professionnelle? Est-ce qu'il y avait des fautes de l'employeur? Est-ce qu'il y avait du harcèlement derrière de l'employeur? Ou est-ce qu'il y avait un contexte, on va dire, un peu plus de tension entre salarié et employeur? Donc faut bien faire attention à ça, parce que les dommages d'intérêt peuvent effectivement être assez importants. Sous réserve que le salarié, bien sûr, ait prouvé un préjudice du fait de cette absence de visite médicale et qu'il montre le montant de son préjudice. Exactement, parce que tout préjudice, et merci d'aller au-devant de ma conclusion, c'est qu'il faut que le préjudice soit direct, certain et allégué. C'est-à-dire qu'effectivement, le salarié ne doit pas vous dire simplement demander des dommages d'intérêt devant le conseil de prud'homme. Il faut bien évidemment qu'il apporte la preuve de son préjudice derrière. Et quand vous avez un contexte, parce que ça vient dans le cadre de contestation devant le conseil de prud'homme, pas simplement je saisis le conseil de prud'homme pour contester l'absence ou la tardivité de la convocation à la visite de reprise. Ça vient à l'issue de la procédure d'inaptitude, quand il y a des contestations derrière, eh bien vous avez effectivement ces dommages d'intérêt complémentaires qui sont sollicités par le collaborateur. Après, selon les pratiques de conseil de prud'homme, la Madame Chauvin a raison, il y en a certains qui sont un peu sios, qui prennent la tangente et qui, même si le salarié ne prouve pas, mais qu'il y a un contexte général, ils vont reconnaître derrière peut-être des dommages et intérêts. Ça, je l'ai pas forcément mis là-dessus, mais vous avez, et ça dépend, parce que forcément, c'est pas l'objet principal, mais ça peut arriver, et c'est pas pour critiquer nos amis de la médecine du travail, bien évidemment, mais il y a des recours aussi qui existent contre les services de santé au travail. C'est-à-dire que quand vraiment l'employeur demande des convocations et que malheureusement les services de santé au travail ne font pas le travail, tout simplement, il y a ce recours-là qui est possible également pour l'employeur s'il s'estime être lésé de la situation. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration des pratiques et une bonne suivi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête avec l'employeur de toujours avoir des bonnes relations avec les services de santé au travail pour améliorer effectivement les relations avec l'administration. Le constat de l'inaptitude, c'est-à-dire que vous avez donc toujours cette question de la situation du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite de reprise.
parce qu'il va se passer quelques jours. Normalement, la visite de reprise, elle doit avoir lieu dans les 8 jours, effectivement, à la fin de cet arrêt. Alors, il y a des situations, c'est vrai, où il y a des salariés qui reviennent au travail. Je pense à quelqu'un qui a été en arrêt, voilà, pour congé maternité, qui souffre pas spécifiquement d'une problématique de santé, qui est content de reprendre et qui revient au travail avant qu'il y ait un avis d'aptitude de la médecine du travail. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Bien évidemment, il faut toujours faire attention, que ce soit des quelqu'un d'ailleurs qui sont en congé maternité ou qui était absent pour maladie professionnelle, non professionnelle. Et il soumet ça au pouvoir disciplinaire. C'est-à-dire que si quelqu'un revient, et qui commet une faute, il y aura une faute au travail. S'il n'a pas repris le travail, tant que la visite n'a pas repris, le salarié n'est pas tenu, effectivement, d'une obligation de venir travailler. D'accord? Parce qu'en fait, la médecine du travail, elle va quand même prononcer cette aptitude ou cette inaptitude dans ses fonctions. Et son absence, pendant le délai de 8 jours au cours duquel la visite doit être organisée, elle n'est pas fautive. C'est-à-dire que vous ne devez pas pouvoir mettre en demeure le collaborateur de venir travailler. Par contre, si on dépasse ces fameux 8 jours, on ne peut pas toujours venir reprocher une absence injustifiée du collaborateur parce que forcément, il n'y a pas de visite de reprise. Donc, il faut toujours aussi manier ça avec précaution parce que si la visite de reprise n'a pas eu lieu et que le salarié était absent pour maladie, que ce soit professionnelle ou non professionnelle, eh bien, vous allez avoir effectivement une non-possibilité de le sanctionner. Bien évidemment, attention, parce que là, il y a toujours aussi des problématiques qui peuvent intervenir sur la résiliation judiciaire, la prise d'acte du contrat de travail au tort de l'employeur et à la condamnation de dommages et intérêts pour convocation tardive. C'est-à-dire que si aussi là, c'est pour ça que c'est important effectivement de convoquer le collaborateur le plus rapidement possible à la visite de reprise, parce que si l'employeur ne le fait pas, il y a des jurisprudences de la Cour de cassation qui vont considérer que ça peut être considéré comme un tort, un manquement grave de l'employeur, qui vont fonder effectivement à ce qu'un collaborateur sollicite la rupture de son contrat de travail, soit lui-même en partant, soit par l'intermédiaire du Conseil des prud'hommes via la résiliation judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue d'un arrêt de travail et que le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre, vous n'êtes pas tenu de verser une rémunération. D'accord ? Mais si le collaborateur vous dit « j'ai envie de reprendre le travail », on ne peut pas être dispensé de le rémunérer. Ce que vient de nous dire la Cour de cassation en 2014 et en 2016. Cela dit, juste, voilà, maître, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai que la question qui se pose régulièrement, c'est qu'on a quand même besoin d'attendre d'avoir l'avis du médecin du travail pour voir si le salarié peut reprendre son poste sans risque. Bien sûr. Donc, même s'il manifeste son intention de reprendre, pour autant, le délai entre la fin de son arrêt de travail et sa convocation à la médecine du travail, c'est toujours une sécurité pour l'employeur de ne pas le faire reprendre, surtout en fonction des origines de l'arrêt et de la durée de l'arrêt, parce qu'on a effectivement le risque qu'au final, il soit déclaré inapte. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait de ce délai? Et j'ai une question également dans le chat qui est, si on a 2 visites, qu'est-ce qu'on fait entre les 2 visites? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tant qu'effectivement vous n'avez pas c'est à partir de la seconde visite, de toute façon, on part d'une visite, d'accord? Du moment où vous avez la convocation jusqu'à la première visite, le mieux c'est la dispense d'activité, d'accord? S'il n'a pas manifesté son intention de reprendre, il n'y a pas de paiement. Par contre, si le salarié demande à reprendre le travail, il a droit à rémunération. On ne peut pas non plus placer quelqu'un en congé payé. C'est ce qui vient de sous-entendre la Cour de cassation dans ces arrêts-là. Et nous, on a eu cette problématique aussi avec avec l'inspection du travail par rapport à des salariés protégés. C'est-à-dire que quand vous avez la fin de l'arrêt de travail, la visite de reprise, ou même la seconde visite de reprise, donc la seconde visite, il y a des collaborateurs qui demandent des fois à être placés en congé payé, parce que pour pas rester pendant un temps de période non rémunéré. Cette pratique, quand c'est un salarié protégé, ça semble ne pas passer selon certains lieux, certaines inspections du travail. Il n'y a pas de position claire là-dessus de la Cour de cassation, même si elle vient de nous dire, dans cet arrêt de 2014 et 2016 d'ailleurs ultérieurement, qu'il a le droit à rémunération. Mais c'est comme de la rémunération, donc c'est un équivalent de rémunération. Donc quand on lit les décisions de la Cour de cassation, on peut estimer qu'on peut placer un collaborateur en congé payé le temps qu'il passe sa visite de reprise. Et même chose quand vous avez entre 2 visites, c'est toujours le même principe parce que c'est la seconde visite qui va détecter définitivement l'état de santé du collaborateur. Il faut être un peu sioux là-dessus. D'autant plus que vous le savez, tout le monde en a parlé, ça fait 1 mois que c'est tombé comme un coup de massue pour les employeurs. La Cour de cassation vient vous dire que quand vous êtes maintenant en arrêt de travail pour maladie ordinaire de droit commun ou en AT-MP, vous avez le droit à congé payé, à comptabiliser ces congés payés. Et donc là,
Pourquoi j'en parle de ces arrêts qui sont du 13 septembre dernier? C'est parce que quand vous avez maintenant un salarié, et ça, c'est pour ça que les employeurs ont peut-être tout intérêt à réfléchir à cette situation et de jouer un peu malin, parce que c'est pas tranché très clairement par la Cour de cassation, c'est de se dire que quand vous avez la fin de l'arrêt de travail, et que vous vous placez entre l'arrêt de travail et la visite de reprise, ou la seconde visite de reprise, essayez de faire placer le maximum de congés payés quand même à vos collaborateurs, parce que maintenant, avec l'harmonisation du droit français avec le droit de l'Union européenne, ils vont en comptabiliser pendant leur période de maladie de droit commun ou pendant leur période d'ATMP qui sont arrêtés, pour faire comme ça un peu partir tous ces congés payés et que vous n'ayez pas effectivement une grande indemnité compensatrice de congés payés à régler lorsque si vous avez finalement un licenciement prononcé ultérieurement. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut traiter les collaborateurs. Si on a un qui vraiment à l'issue de la visite de reprise vous donne pas son, pas d'image, pas de difficulté, il n'y aura pas de rémunération, pas de congés payés, et ce sera de la dispense, voilà, ce sera de l'absence bien évidemment justifiée, mais non rémunérée du collaborateur tant qu'il n'a pas sa visite de reprise. Par contre, si vous dit à la fin de son arrêt, merci, moi j'ai envie de reprendre le travail, ou merci, je veux bénéficier d'une visite de reprise pour savoir mon état de santé par rapport à mes fonctions et à mon reclassement, là dans ce cas-là, il manifeste tout de même sa volonté de reprendre le travail, et auquel cas, tenter de placer des congés payés. Si c'est pas un salarié protégé, il y aura pas la vision de l'inspection du travail. Si c'est un salarié protégé, privilégier l'option de le rémunérer en dispense d'activité rémunérée le temps de la visite de reprise. Et tenter, et si lui qui demande des congés payés, bien le marquer noir sur blanc, que c'est lui qui a demandé des congés payés pour pas que l'inspection du travail, quand vous avez les demandes d'autorisation derrière de licenciement, vienne vous dire que vous ne deviez pas placer le collaborateur en congés payés pendant cette période. Et selon certaines inspections du travail, ça peut déboucher, même s'ils excèdent leur pouvoir, un refus d'autorisation de licenciement. Donc il y a un enjeu majeur sur la gestion de cette période. Ça m'emmène effectivement, donc maintenant on arrive à cette visite, et comment est constatée l'inaptitude? L'inaptitude, elle est constatée, vous voyez, par ce qu'on appelle les 4 grandes actions du médecin du travail. C'est la petite fiche que je vous ai mis, que vous voyez maintenant aujourd'hui, c'est une harmonisation des fiches de la médecine du travail que vous retrouvez régulièrement. C'est cette fiche-là qui va constater l'avis d'inaptitude. Et qu'est-ce que doit faire le médecin du travail? Il doit se prononcer effectivement au moins un examen médical, donc c'est noté en général avec la date. Il doit faire une étude de poste, une étude des conditions de travail, l'actualisation de la fiche et échange par tout moyen avec l'employeur. Il doit tamponner, dater et signer, et ce qui vous donne l'avis d'inaptitude. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas un avis d'inaptitude? Et là, je vous ai mis effectivement une petite image que vous pouvez retrouver sur Internet et quelques jurisprudences sur ce sujet-là. La reconnaissance déjà au-delà de cette fiche d'aptitude avec réserve ou avec d'aménagement de poste de la médecine du travail, déjà la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ça que vous avez effectivement par la SAMEP ou par d'autres organismes, ça met pas fin à la suspension du contrat de travail et c'est pas un constat d'inaptitude. L'avis d'aptitude avec réserve, le salarié, là, il doit retrouver son emploi initial. Et vous savez, on le verra, c'est qu'à partir de l'avis d'inaptitude, vous ne devez pas reprendre le salaire du salarié pendant un mois. C'est-à-dire qu'à partir de l'avis d'inaptitude, pendant un mois, il n'y a pas à payer le collaborateur. Si c'est un avis d'aptitude avec réserve et aménagement de poste, il doit retrouver le salarié de sa fonction initiale et vous devez le payer de suite. Vous ne pouvez pas attendre ce fameux un mois. Même chose, l'avis qui va indiquer que l'aptitude a coupé un poste avec des mesures d'aménagement, ça c'est un peu plus aujourd'hui, où là, c'est pas un avis d'inaptitude. L'avis d'aptitude avec avec un temps partiel thérapeutique, c'est pas non plus un avis d'inaptitude, donc il faut faire attention à ce sujet. Un arrêt assez récent, du 24 mai 2023, qui vous montre bien aussi les enjeux en la matière, de bien vérifier. Parce que l'avis d'inaptitude, pour revenir peut-être sur la slide, vous voyez, il est vraiment assez clair, marqué en haut l'avis d'inaptitude. Ensuite, vous avez effectivement le salarié et l'emploi occupé. Vous avez effectivement à quelle visite cela fait suite. Vous avez ensuite tout ce qui est études, conditions de travail, etc. Les cas de dispense de reclassement. Et s'il n'y a pas de cas de dispense de reclassement, il y aura effectivement les propositions de reclassement de l'employeur ici. Alors que quand vous avez un avis d'aptitude avec aménagement de poste, ça prend plutôt cette forme-là, avec proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste, etc. C'est précédé d'un avis d'aptitude ou de suivi périodique de la médecine du travail. On ne fait pas de constat d'inaptitude. Là, on va être dans un cas assez intéressant. Bon, c'est en réalité un directeur
marketing qui va avoir le statut de cadre dirigeant. Ce qui est assez important, c'est que là, la médecine du travail va prononcer un avis d'aptitude avec réserve, mais l'employeur, il va pouvoir le placer seulement parce qu'il ne peut pas exercer sur ses fonctions de directeur marketing, et l'employeur, il pouvait le placer seulement en tant que chargé de mission marketing à temps partiel, ce que le médecin du travail avait approuvé. On est dans un attitude avec réserve, ce qui veut dire modification de poste. Ce qui fait que l'employeur il aurait dû proposer un avenant parce qu'on aurait modifié la classification, la rémunération, l'étendue des responsabilités d'un collaborateur, et pourtant il va l'imposer. Et c'est qu'ultérieurement à avoir imposé cette possibilité que la médecin du travail il va reconnaître une inaptitude. Le salarié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contester en réalité sa mesure de licenciement et il obtient gain de cause. Parce que, en réalité, l'employeur, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a pas attendu l'avis d'inaptitude. Il a imposé, en réalité, un changement des modifications de travail à un collaborateur. Alors que quand vous avez une inaptitude, une inaptitude directe au poste, par exemple, de directeur marketing, et que vous avez un poste, par exemple, derrière, de chargé de marketing qui était un degré moindre, et que vous le proposez au collaborateur qui refuse, et derrière, il y a une impossibilité de reclassement et vous pouvez entamer le licenciement. Mais là, vu que c'est une aptitude avec réserve, il fallait obtenir nécessairement l'avis du collaborateur pour le placer sur ce nouveau poste. Donc, bien faire attention, effectivement, aux conclusions de la médecine du travail. Et donc, ça apporte effectivement au moins 2 notes sur cet arrêt du 24 mai. Le premier, c'est bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec, et ça on le verra, avec la médecine du travail, vous avez toujours le choix de le contester. Mais surtout sur le deuxième, n'oubliez pas de toujours solliciter la médecine du travail pour exposer les difficultés de mise en œuvre de son avis d'aptitude avec réserve. Parce que là, en réalité, l'employeur l'avait fait, mais il avait en réalité imposé la modification du contrat de travail à un collaborateur lors d'un avis avec aptitude. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Il aurait dû dispenser plutôt d'activité avec maintien de salaire le salarié, puisqu'il avait montré la volonté de reprendre, dans l'attente d'un réexamen de la situation de la médecine du travail, qui aurait pu déclarer, cette fois-ci, un avis d'inaptitude. Et dans ce cas-là, on aurait pu imposer ce poste-là, et si le salarié avait refusé, on aurait pu licencier derrière, sans qu'il y ait une considération de discrimination. Quel est le statut forcément du salarié après l'inaptitude? Donc une fois que vous avez une inaptitude qui est prononcée avec ou dispense de reclassement, il n'est pas tenu de se présenter au travail, vous n'avez pas à reprendre sa rémunération pendant le délai d'1 mois à compter de l'avis d'inaptitude, et si il se place bien évidemment en arrêt de travail pendant cette période-là, s'il ouvre toujours droit auprès de la CPM ou de la MSA à droit à IJSS, il aura droit à ces IJSS, mais s'il y a de la prévoyance, il aura le droit de la prévoyance, mais ça ne met pas en échec, en tout cas, le régime de l'inaptitude, c'est-à-dire que pas de panique. Une fois que le médecin du travail a prononcé l'inaptitude et si le collaborateur se replace en arrêt de travail ultérieurement, vous pouvez suivre le régime d'obligation de reclassement ou dispense de reclassement, parce que voilà, vous allez avoir cet régime d'ordre public qui va s'appliquer. Alors, une question maître, est-ce que pendant ce délai d'1 mois, le salarié, donc vous l'avez dit, il peut être en arrêt de travail, mais est-ce qu'il est possible également de lui faire prendre des congés payés? Alors là, c'est ce qu'on disait, c'est que est-ce que c'est possible de le placer en congé payé? C'est une question qui se pose. Je pense que vis-à-vis de la tournure de ce qui se passe, comme c'est pas interdit par la Cour de cassation très clairement, on peut effectivement le faire, mais il faut le faire bien évidemment avec son accord, pour pas qu'il y ait de difficultés derrière vis-à-vis du collaborateur. C'est une pratique qui se fait bien évidemment parce que pendant le délai d'1 mois, encore une fois, vous n'avez pas à reprendre la rémunération du salarié. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, encore plus que je vous dis avec les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier, où maintenant ils vont pouvoir comptabiliser des congés payés pendant leur maladie ordinaire de droit commun ou pendant les périodes de maladie d'ATMP sans durée, vous avez tout intérêt effectivement à les placer en congés payés. Voilà, donc c'est une technique que l'employeur doit apprendre. Il n'y a pas de restriction à 100%, soit par le code du travail ou par la Cour de cassation, donc il faut y aller. Bien évidemment, il faut plutôt éviter de les poser unilatéralement parce que là, ça pourrait faire débat avec le salarié. Il faut avoir plutôt un échange avec lui.
Effectivement, dans ces cas-là, on serait lié, en fait, on serait contraint par la règle de préavis, en fait, de prévenance par rapport au congé payé. Et donc, en fait, ce que vous suggérez, en fait, c'est plutôt de suggérer aux salariés de prendre des congés plutôt que de les Voilà. imposer, puisqu'on ne peut pas les faire au regard du respect d'une règle de Alors prévenance des là, salariés qui prennent ces congés. même c'est vrai on pourrait placer, effectivement, il pourrait se placer sur le terrain, effectivement, du fameux délai de prévenance. Mais après, c'est vrai que l'employeur, bon, on a toujours cette discrétion de pouvoir le placer aussi dans des situations exceptionnelles en congé payé. Mais c'est sûr qu'après l'avis d'inaptitude, vous avez tout à fait raison, il faut que ce soit un véritable échange avec le collaborateur. Donc, l'idée, c'est toujours effectivement d'avoir un coût même de paie en avance, c'est-à-dire vaut mieux après lisser le coût de l'employeur pendant toute la procédure, plutôt que payer peut-être selon, si en tout cas vous êtes une TPE-PME, de payer tout d'un coup quand vous sortez, si le salarié doit sortir pour demain pour licenciement, un solde important de congés payés à la fin. Donc, c'est aussi stratégique, d'autant plus avec les derniers arrêts qui sont sortis. Bon, il y a quand même une possibilité, bien évidemment, avant d'aller sur l'obligation de reclassement, c'est l'inaptitude. Est-ce qu'on peut la contester ou pas? Et ça, bon, alors, c'est dès que vous recevez l'avis d'inaptitude, je passe assez vite là-dessus. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est intéressant de contester l'avis de la médecine du travail? Il y a une procédure qui existe devant le conseil de prud'homme, ce qui s'appelle une procédure accélérée au fond, à partir de 15 jours de la réception, d'accord, de cet avis d'inaptitude. Il y a un rapport qui a été publié en 2022 par Avocial, qui est un syndicat d'avocats dont on fait partie, qui est spécialisé en droit social côté employeur, avec LexisNexis, qui est un éditeur juridique en 2022, qui montre que la durée moyenne de ces contentieux, alors qu'on est dans une procédure accélérée au fond, c'est 13 mois en moyenne. Donc c'est un peu comme finalement, selon on va dire les conseils de prud'homme, une durée au fond, quoi, parce qu'il y a des conseils de prud'homme. Moi, je me souviens d'avoir plaidé récemment à Nice, au fond dans une affaire, on a mis 13 mois. On n'a pas mis beaucoup de temps. Donc vous voyez, finalement c'est pas si rapide que ça. Et vous avez en plus un tiers de chances de réussite derrière. Donc, ce qui veut dire que c'est un recours qui n'est pas forcément très intéressant pour l'employeur. Et d'autant plus que vous l'avez saisi, vous avez un mois après l'avis de la médecine du travail pour ne pas reprendre le salaire d'un collaborateur. Mais ça, si, ça fait 13 mois quand même. Donc, il y aura un coût salarial aussi à supporter derrière, parce qu'il y aura un salarié qui sera en dispense d'activité rémunérée. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bon, bah, ça va dépendre des situations en réalité avec vos salariés. Simplement, voilà, un petit schéma que vous aurez, parce que je crois que l'UP va vous communiquer ensuite le support. C'est simplement là pour vous présenter de comment ça se passe quand vous avez une contestation de l'avis de la médecine du travail. Ben, il y a une convocation. Alors, on parle, on va dire, d'une audience de référé, mais c'est une audience procédure d'accéléré au fond, avec voilà plaidoirie, une ordonnance qui va nommer un expert médical, qui est un nouveau médecin, qui va prononcer après un rapport sur lequel vous allez émettre ou pas des observations, et à l'issue, il y aura des plaidoiries sur ce rapport-là, et l'avis, effectivement, et le délibéré vont se substituer à l'avis initial du médecin du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Vraiment réfléchissez par stratégie, c'est-à-dire que si vraiment vous avez un contentieux vraiment avec un salarié, que vous estimez que l'inaptitude a été prise par le collaborateur vraiment pour obtenir des indemnités de licenciement, et que vous estimez que c'est un peu frauduleux de sa part, bah, allez-y. Mais après, si vraiment voilà, c'est un collaborateur lambda, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus, n'envisagez pas cette procédure. 3 hypothèses donc sur l'avis d'inaptitude. Donc vous l'avez vu, donc tout à l'heure, il y avait qu'est-ce que peut faire le médecin du travail? Soit il va cocher la case l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ça, c'est une dispense de reclassement. Donc il n'y a plus besoin d'interroger effectivement la médecine du travail et tout ce qui s'ensuit, on verra ultérieurement. Vous pouvez passer ensuite au licenciement, la procédure de licenciement. L'hypothèse 2, c'est cocher la case tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Là aussi, c'est un cas de dispense de reclassement, mais attention, jurisprudence très récente. Par moment, il arrive que les médecins du travail ne cochent pas l'une ou l'autre case, mais vous mettent en commentaire la mention de dispense de reclassement. Donc là, on se dit bien, il y a une dispense de reclassement, c'est peut-être pas coché, mais si dans les commentaires et la conclusion de l'avis d'inaptitude, c'est marqué l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, vu que c'est la reprise de la mention au-dessus qui est une case de dispense de reclassement, ça serait une dispense de reclassement. Là, dans l'arrêt du 13 septembre 2023, qu'est-ce qu'on va remarquer?
c'est que la médecine du travail, elle va mettre tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Et c'est pas la mention de dispense de reclassement. Et là, c'est le grand problème. C'est parce que la mention de dispense de reclassement, elle vous dit tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Et la mention supplémentaire dans cette entreprise, elle est indispensable. Pourquoi? Alors, si vous êtes encore une fois, une TPE-PME, vous êtes une entreprise, bon, ça semble pas poser de difficulté. Je vous conseillerais quand même de demander confirmation à la médecine du travail que c'est bien un cas de dispense de reclassement. Mais cette mention, elle est très gênante pour les entreprises qui appartiennent à un groupe, parce que l'entreprise, c'est pas un groupe. Donc, ce qui veut dire que si le médecin du travail vous a mis dans cette entreprise, eh ben, ça veut dire que vous, peut-être dans votre entreprise, ça veut dire qu'il n'y aura pas de reclassement, mais il faudra aller chercher dans le groupe, effectivement, tous les reclassements possibles du collaborateur. Donc là, c'est indispensable de bien faire attention si la médecine du travail ne se contente pas de cocher les cases de dispense de reclassement, mais reprend les mentions. Il faut bien vérifier qu'elle a pris la bonne mention. Et si davantage il y a une problématique d'interprétation de la conclusion de la médecine du travail, n'hésitez pas à lui écrire effectivement, à lui demander une confirmation écrite pour demain entamer aussi la procédure derrière de reclassement ou de dispense de reclassement. Et si elle n'a pas coché l'une ou l'autre case, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispense de reclassement. Vous devez mettre en place une solution de reclassement au bénéfice de vos collaborateurs. Schématiquement, voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire que vous avez deux options, finalement, avec l'avis d'inaptitude, vous le recevez. Soit il y a une dispense express de reclassement, et là, vous déclenchez la procédure de licenciement, avec des consultations supplémentaires, on verra tout à l'heure pour le salarié protégé. Ou l'option 2, il n'y a pas de dispense de reclassement, et donc là, vous allez échanger avec la médecine du travail, vous allez mettre en place la procédure de reclassement. Si le salarié, après consultation du CSE, est d'accord avec la proposition, il accepte, il y a un avenant, il se retrouve dans cette nouvelle situation. Et s'il refuse, c'est une impossibilité de reclassement. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir entamer la procédure. Justement, cette obligation de reclassement, ça c'est pour l'option 1 ou l'option 2. S'il n'y a pas de dispense de reclassement, cette recherche, elle va débuter dès l'avis d'inaptitude, d'accord? Dès lors que là, on est le 17 octobre, si par exemple vous avez un avis d'inaptitude le 17 octobre, elle commence dès maintenant. Elle ne va pas commencer avant, c'est-à-dire que des fois, dans les visites de pré-reprise, vous pouvez voir possibilité de recherche de reclassement dans le groupe, elle ne va pas commencer là. La recherche de reclassement, circulaire de DGT sur de nombreux sujets à ce point-là, elle va vraiment commencer à partir de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail. Et ça a été rappelé très récemment pendant qu'on était à la plage, en juillet 2023, la Cour de cassation travaillait encore, elle a rendu un arrêt là-dessus, en nous disant bien que c'est dès l'avis d'inaptitude. Elle va se poursuivre jusqu'au licenciement du salarié, c'est-à-dire que jusqu'avant la notification du licenciement, s'il y a même un poste qui s'ouvre, vous devez le proposer à un collaborateur. S'il y a dispense de reclassement, ça veut dire pas de recherche de reclassement. Donc avec les deux mentions que je vous ai indiquées, et si elle coche les deux cases, enfin une des deux cases, pardon, la médecine, ou elle peut des fois elle coche carrément les deux cases, ça se voit, ça vaut pour votre entreprise et pour le groupe, d'accord? Donc un arrêt du 8 février 2023. Par contre, et c'est là où je disais précédemment, il faut faire attention avec l'arrêt du septembre 2023, c'est que si elle coche pas une des deux cases, mais elle reprend les mentions de dispense de reclassement, mais qu'elle met dans cette entreprise, là, en fait, la dispense de reclassement sera dans l'entreprise et pas dans le groupe. Par contre, si elle ne vous donne pas des dispenses de reclassement et qu'elle vous oblige à un reclassement, dans ce cas-là, le reclassement, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être en lien avec l'aptitude du salarié, d'accord, qui existe avec l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'aptitude, effectivement, à bénéficier d'une formation. Alors, c'est pas une formation pour le faire changer un emploi, d'accord? Vous n'avez aucune obligation de diligenter une formation auprès du collaborateur pour le changer d'emploi. C'est pas une obligation, c'était rappelé maintes et maintes fois par la Cour de cassation. Même si la médecine du travail propose des formations, vous n'êtes pas obligé forcément de suivre cette préconisation-là, si en tout cas ça va changer le métier. Là où vous avez une obligation, c'est que vous avez une obligation d'adaptation à l'emploi, c'est-à-dire que si c'est une formation qui ne va pas forcément changer un métier, mais l'adapter à cette fonction, là vous aurez une obligation. L'obligation de reclassement, c'est sur un poste qui est en lien avec cette capacité donc physique et intellectuelle, aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, et au besoin, vous devez mettre en place des mesures de mutation, d'aménagement, d'adaptation, de transformation de postes existants. Maître, juste une question, on me demande s'il est possible de faire un reclassement sur une inaptitude temporaire.
Alors ça, bien évidemment, tout va dépendre effectivement de ce que va être écrit dans le cadre de la conclusion de la vie médicale. C'est-à-dire que si la médecine du travail vous dit temporairement il faut aller vers tel type de solution, vous devez y aller, d'accord? Donc ça fera l'objet après d'un avenant temporaire sur la situation du collaborateur. Je pense au cas que j'ai vu récemment d'une inaptitude temporaire d'un collaborateur qui pouvait pas se déplacer. Bon, c'était en Île-de-France où il devait, par exemple, rester par rapport à son domicile. Vous voyez. Donc là, on a dû adapter son poste par rapport au télétravail sur ce sujet-là. Mais c'est toujours important, effectivement, même sur la vie d'inaptitude temporaire, de bien voir derrière si vous avez un problème d'interprétation avec la médecine du travail, de vous rapprocher d'elle pour également demander en pratique. D'accord? Parce que la médecine du travail, quand vous sollicitez la médecine du travail, qu'elle vous répond, dans le cas d'une inaptitude, ça vous permet de démontrer que vous avez recherché et bien fondé votre obligation de reclassement. Donc, si davantage on vous dit qu'il y a une inaptitude temporaire à ce poste-là, et que vous avez des difficultés à la mettre en œuvre dans votre entreprise, n'hésitez pas à l'indiquer à la médecine du travail, de lui dire pourquoi temporaire c'est compliqué, parce que vous pouvez pas, parce que le salarié peut-être qu'il n'a pas la capacité physique, il n'a pas la capacité en termes de diplôme, d'expérience professionnelle, d'agir sur cette fonction. Donc c'est toujours important effectivement de voir dans quel cadre l'inaptitude temporaire est déclarée par la médecine du travail et comment la mettre en pratique. Si vous pouvez la mettre en pratique, il n'y a pas de difficulté. Un avenant temporaire au contrat de travail, dont le préambule rappellera effectivement les conclusions de la médecine du travail, dans quel cadre il intervient, et qu'à l'issue de cet arrêt, le salarié retrouvera son emploi précédent, si c'est en tout cas les conclusions du médecin du travail. Mais par contre, si c'est un avis, parce que des fois ça arrive, et désolé au service de santé au travail, mais que certains praticiens font des conclusions un peu trop vagues, ne vous embarquez pas à faire n'importe quoi, demandez des précisions à la médecine du travail. Quand on est dans l'option 1, c'est-à-dire quand vous avez une dispense de reclassement, donc une des deux cases cochées par le médecin du travail sur ce sujet-là, est-ce que vous devez consulter, quand c'est un bon, ça c'est est-ce que vous devez consulter le CSE sur l'impossibilité de reclassement en tant que tel? Eh ben non. Ça, c'est une position qui a été confirmée, qui a été mise en débat en juin 2022 par la Cour de cassation et confirmée ultérieurement en novembre 2022. Et ça a été pris aux articles donc 12.26.2 et 12.26.10 du Code du travail, donc que ce soit pour l'inaptitude professionnelle ou non professionnelle, et ça a mis fin tout à un débat, parce que pendant un moment donné, il y avait l'administration qui disait que quand il y avait un cas de dispense de reclassement appuyé par des cours d'appel, on n'avait pas à consulter le CSE, parce que le CSE est consulté sur les propositions de reclassement. Donc, s'il y a une impossibilité de reclassement, le CSE n'avait pas à être consulté. Il y avait d'autres cours d'appel qui n'étaient pas d'accord, parce que vous savez, les juges, des fois, ils ont leur propre interprétation selon leur couleur politique aussi, parce que le droit du travail, ça reste une matière assez politique devant les juridictions. Donc, il y avait certains juges qui avaient une interprétation plutôt contraire, plutôt, on va dire même pro-salarié, donc qui voulaient cette consultation du CSE. Vous avez la Cour de cassation, à un moment donné, qui avait plus ou moins tranché la situation. Tout le monde s'était dit, c'était bon. La Cour de cassation avait dit non. Après, elle avait redit oui. Et là, ça y est, ça a mis fin en débat. Donc, pas de panique. Quand vous avez une impossibilité de reclassement pour un salarié protégé ou non protégé, vous n'avez pas consulté le CSE sur les reclassements en tant que tel. Par contre, on le verra ultérieurement, si c'est un salarié protégé, vous avez quand même cette consultation finale qui existe sur le projet de licenciement du collaborateur. La question qui est un peu en suspens, aussi là on peut trouver des flexibilités en faveur des entreprises, c'est que quand vous avez, et vous le verrez, donc vous le regardez sur le diagramme que vous avez dans la diapositive juste avant, quand vous avez une impossibilité de reclassement, normalement vous devez à l'issue des propositions faites à un collaborateur, quand on est dans le cadre en tout cas d'une obligation de reclassement, informer le collaborateur d'abord d'un courrier d'impossibilité de reclassement, pourquoi vous n'avez pas pu le reclasser, ensuite le convoquer à un entretien préalable et puis après le licencier. Mais quand vous êtes dans un cas où la médecine du travail vous donne une dispense de reclassement, est-ce que vous avez à notifier ce courrier d'impossibilité de reclassement? Parce que c'est ce que vous dit plus ou moins le Code du travail. Eh bien, a priori, non. Ça, c'est une option que vous pouvez prendre, parce que c'est la Cour d'appel de Toulouse qui a jugé assez récemment là, que dans ce cadre-là, on n'a pas à faire ce courrier d'impossibilité de reclassement, et donc on ne peut pas, on verra les sanctions tout à l'heure sur les différentes vices de procédure qu'il peut y avoir durant la procédure d'inaptitude et les conséquences. Donc il n'y aura pas effectivement de problématique derrière, on ne devra pas chercher l'employeur, nous dit la Cour d'appel. Alors c'est pas une position qui est tranchée par la Cour de cassation.
Donc, si vous voulez pas vous embêter avec des débats, bah, vous maintenez ce courrier d'impossibilité de reclassement. Mais c'était une position qui avait été prise par l'administration du travail lors de l'harmonisation du régime d'inaptitude professionnelle et non professionnelle et qui a été repris par la Cour d'appel de Toulouse récemment. Ce qui fait que, finalement, quand vous avez une dispense de reclassement, voilà, je vous ai mis la procédure pour un salarié non protégé à la suite de l'avis d'inaptitude, bah, vous pouvez bien évidemment le convoquer à l'entretien préalable. Bien évidemment, l'entretien préalable doit se tenir les 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation. Ça, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui le rappelle en septembre dernier. Et dans les 2 jours ouvrables après l'entretien préalable, vous pouvez notifier par courrier recommandé le licenciement du collaborateur. Là, nous revenons sur l'option 2. Par contre, si vous avez un périmètre de reclassement, le périmètre, c'est dans l'entreprise, d'accord, et dans le groupe auquel vous appartenez. Donc, si vous appartenez à un groupe, c'est le groupe en termes capitalistiques. C'est-à-dire que vous devez effectivement rechercher vraiment dans le groupe auquel vous appartenez. Et si vous êtes, par exemple, un franchisé, que vous n'avez pas de lien capitalistique avec d'autres franchises de votre entreprise, vous n'allez pas rechercher le reclassement dans la franchise. D'accord ? C'est vraiment, il faut que ce soit une notion de groupe et un lien capitalistique entre les sociétés. C'est que sur le territoire national, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas d'obligation, j'espère pour vous que vous vous extendez bien à l'état national, vous n'avez pas besoin d'aller chercher en Chine, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, si vous avez effectivement des établissements à l'étranger. C'est vraiment en France. La nature du poste proposé, c'est vraiment là-dessus tous les postes disponibles, y compris s'ils entraînent une modification du contrat de travail, CDI, CDD, temps plein, temps partiel, poste temporaire, d'accord ? Donc ça, c'est important. C'est ce que vous devez proposer. Vous devez effectivement envisager le recours au télétravail. C'est pas une obligation, même si la médecine du travail, dans l'arrêt du 29 mars 2023, demande effectivement qu'il y ait un aménagement de poste sur le sujet. Si c'est pas possible le télétravail, ça sera pas possible. Mais par contre, si le télétravail est possible dans le cadre de l'aménagement de poste, il faudra l'envisager. Vous avez par contre pas d'obligation de proposer effectivement et de créer un nouveau poste, de contraindre effectivement de libérer le poste d'un salarié via une modification de contrat pour reclasser le salarié inapte. Et aussi, vous ne devez pas, même si vous l'avez compris, que vous pouvez placer sur un CDD ou sur un contrat de mission temporaire le collaborateur, vous ne pouvez pas le placer sur un poste de stagiaire. Là, c'est pas possible non plus sur ce sujet. Quand vous êtes effectivement dans cette option de reclassement, attention aux salariés qui sont reconnus travailleurs handicapés. Vous avez effectivement la possibilité, effectivement, avec la SAMEP, de reconnaître ce statut de travailleur handicapé. Il n'existe pas d'obligation d'interroger la SAMEP dans le cadre de l'obligation de reclassement sur la situation du travailleur handicapé et c'est sur les mesures qui pourraient être mises en place vis-à-vis de sa reconnaissance de RQTH. Par contre, si le salarié, c'est le sens de l'arrêt de 2020, demande effectivement à ce que la SAMEP soit interrogée, veillez à le faire parce que justement, cet arrêt retient effectivement un licenciement discriminatoire vis-à-vis de l'état de santé du collaborateur lorsqu'on n'avait pas interrogé la SAMEP vis-à-vis de sa situation de santé. Quelques bonnes pratiques quand vous êtes toujours dans cette recherche de reclassement. Analysez effectivement les restrictions médicales, interrogez de la médecine du travail, parce que c'est ça qui va être indispensable, au final, de bien les interroger. Les réponses apportées postérieurement au constat régulier d'inaptitude par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclasser le salarié, ce que nous dit un arrêt du 1er mars 2023. Donc, plus vous interrogez effectivement la médecine du travail pour demander effectivement la confirmation ou le développement et la justification de ce qu'elle a dit parce qu'il y a une interprétation, plus ça démontre que l'employeur a recherché loyalement un poste. Interroger le salarié, ça c'est bien, c'est une bonne technique. Pourquoi ? Parce que si vous interrogez son salarié sur sa mobilité géographique, sur la rémunération qu'il entend, sur les postes qu'il souhaite avoir, par exemple CDI, CDD, etc., la Cour de cassation depuis 2016 vous dit que vous pouvez restreindre le périmètre de recherche de reclassement. Par exemple, si le salarié vous dit moi, vous appartenez à un groupe, que c'est un grand fada du sud de la France qui dit je veux rester dans le sud de la France et que vous avez un établissement dans le nord, vous allez ne pas être obligé de lui proposer ce poste-là. Par contre, s'il dit rien, vous serez obligé de proposer les postes qui se retrouvent un peu partout en France.
Ça m'emmène effectivement à d'autres bonnes pratiques, comme la recherche doit être, c'est ce qui est rappelé par la Cour de cassation, je vous montrerai un arrêt effectivement juste après de 2022, c'est une recherche vraiment loyale, donc elle doit être sérieuse, elle doit être menée effectivement avec le plus de préconisations. Bon, quand vous êtes dans une TPE-PME, quand il y a vraiment un collaborateur qui se charge des questions RH, c'est difficile d'avoir une traçabilité sur les postes, parce qu'en général, vous n'allez pas vous écrire à vous-même pour dire bah, j'ai bien recherché l'obligation de reclassement. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est quand même d'envoyer un message au chef de l'entreprise pour dire, bah voilà, j'ai recherché et de faire un historique dans le courriel pour démontrer toutes les recherches de reclassement que vous avez entamées dans votre petite entreprise. Pourquoi? Parce que demain, s'il y a un contentieux devant le conseil de prud'homme, on va rechercher comment l'employeur a mené à bien le reclassement. Et donc, pour les TPE-PME, c'est bien au moins de formaliser par écrit au moins une fois avec le chef de l'entreprise. Ou si vous avez un CSE, bah, de le formaliser avec le CSE pour bien démontrer effectivement ce que vous avez fait. Quand vous êtes dans un groupe, c'est un peu plus simple parce qu'entre services RH, il faut vous envoyer des courriels. Et quand vous vous envoyez des courriels, bien évidemment, il faut rappeler les conclusions de la médecine du travail, il faut rappeler effectivement la fonction du salarié, sa classification, sa rémunération et de communiquer, si vous la communiquez, un CV actualisé. Un arrêt récent sur ce sujet-là, bien évidemment, il y a une présomption de satisfaction de l'obligation de reclassement qui bénéficie de l'employeur, d'accord, mais il faut que la proposition, bien évidemment, elle soit loyale et avoir été recherchée sérieusement. C'est-à-dire que si vous proposez un poste qui n'a rien à voir, avec une rémunération qui n'a rien à voir, avec des compétences qui n'ont rien à voir, et vous ne proposez même pas, par exemple, de formation complémentaire pour qu'un salarié puisse y aller, on va considérer que les propositions de reclassement ne sont pas sérieuses. Et ça marche souvent quand vous avez des statuts de cadre et que vous devez proposer d'autres postes à ces salariés. Quand vous êtes dans cette obligation de reclassement, donc vous avez quand même cette fois-ci, contrairement à la dispense de reclassement, vous n'avez plus d'obligation de consulter les élus du personnel et le CSE aujourd'hui sur les propositions de reclassement, parce qu'il n'y avait pas de proposition de reclassement quand il y a une dispense. Quand vous êtes dans une obligation de reclassement, vous devez consulter le CSE. Là, c'est obligatoire. C'est une consultation qui doit être postérieure à l'avis d'inaptitude, mais antérieure à toute proposition de reclassement faite aux collaborateurs. Il n'y a aucun formalisme particulier. Vous pouvez convoquer le CSE par voie électronique. Il y a des arrêts de Cour de cassation qui nous disent que vous pouvez même recueillir dans le cadre d'une réponse à votre convocation par courriel, dans le courriel, l'avis du CSE sur ce sujet-là. Mais la bonne pratique, c'est quand même de faire une vraie réunion en CSE extraordinaire, ou ça peut être un CSE ordinaire, si davantage l'avis d'inaptitude se cale avec une réunion qui n'est pas très loin du CSE, vous pouvez rajouter ce point-là à l'ordre du jour, bien évidemment, si vous êtes dans les délais. Mais c'est toujours mieux de réaliser un vrai CSE extraordinaire sur ce sujet-là pour éviter toute difficulté. Pour qu'il y ait une bonne et que l'obligation du CSE soit respectée, il faut lui faire une note d'information avec effectivement divers sujets, l'historique des arrêts précédant l'avis d'inaptitude, l'information sur la carrière professionnelle du salarié, les conclusions de la médecine du travail, les éventuels échanges avec la médecine du travail et toutes les informations relatives au reclassement et les propositions que vous allez faire aux collaborateurs. Ce qui va permettre au CSE de recueillir son avis, et l'avis, c'est un vote. Puis maintenant, vous arrivez à la fin, vous donnez effectivement cette réponse, vous envoyez les propos après avoir obtenu l'avis. D'ailleurs, c'est un avis qui ne lie pas l'employeur. Si le CSE vous dit avis défavorable, c'est pas pour autant que vous n'avez pas proposé les offres. Ils peuvent vous donner un avis défavorable pour X ou Y raison. Simplement, donc il n'y a pas de formalisme qui est dicté par le code du travail sur la réponse du salarié sur l'offre de reclassement. Elle doit être faite au plus tard avant le licenciement. Il faut savoir aussi que cette procédure de reclassement n'est pas encadrée par des délais. Le délai d'un mois qui vous permet de ne pas reprendre le salaire du collaborateur, c'est simplement en termes de paie. Ça ne veut pas dire que le délai de reclassement doit être d'un mois. Il y a des jurisprudences de cour de cassation qui vous disent que à partir de l'avis d'inaptitude, si en 15 jours vous avez fait plein de choses pour essayer de trouver un poste de reclassement qui n'avait rien dans l'entreprise, ben vous pouvez entamer la procédure de licenciement derrière. Donc, il n'y a pas de délai encadré. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est que dès lors que vous avez l'avis d'inaptitude, cette obligation est court jusqu'avant le licenciement. Donc, envoyez par écrit la proposition écrite sans ambiguïté. Il faut qu'elle soit claire, précise. Donc, le mieux, c'est qu'il y ait une fiche de poste, classification, rémunération, lieu de travail pour proposer aux collaborateurs. Si il n'y a pas de difficulté, simplement, il faut faire attention, c'est qu'on va considérer que l'obligation de reclassement n'est pas respectée s'il y a une vraie insuffisance professionnelle derrière. Donc là, quand vous proposez deux postes qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire quand le salarié a fait quelque chose pendant X temps et que vous trouvez un poste de reclassement et qu'il accepte,
mais qu'il fallait vraiment une formation derrière, et ben on va pas pouvoir licencier finalement pour insuffisance professionnelle le collaborateur parce qu'il n'a pas les compétences, qu'il a une carence professionnelle. On va considérer que l'obligation de reclassement va recourir et que l'employeur va devoir rechercher un poste de reclassement ou adapter son collaborateur à ce poste-là. Si le salarié refuse, le refus, c'est pas un motif de licenciement. Mettez-vous bien en tête. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va fonder le licenciement. Bien évidemment, s'il n'y a plus de poste de reclassement, il y aura un motif de licenciement. Mais ce motif de licenciement, ça sera l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement. Le refus, c'est pas fautif ou en soi un motif de licenciement. Par contre, si derrière, effectivement, c'est un refus abusif, il y a un enjeu, et l'enjeu, c'est surtout pour derrière l'indemnité que paie l'employeur dans le cadre d'une inaptitude liée professionnelle, donc à la suite d'un accident de travail, maladie professionnelle notamment. Si le salarié refuse abusivement son poste de reclassement, il perd le droit à l'indemnité spécifique spéciale de licenciement, c'est-à-dire le double prévu par le Code du travail. Le cas spécifique simplement du salarié protégé. Donc, vous avez effectivement ce point assez commun. Donc, vous avez notification du motif s'opposant au reclassement. Ça, on est vraiment dans l'option 2, d'accord? Parce que si c'est l'option 1 et que vous êtes en cas en dispense de reclassement, vous pouvez, selon ce que la Cour d'appel de Toulouse, nous dispenser de ce courrier-là, la convocation à l'entretien préalable. Et surtout, vous devez effectivement consulter le CSE. Cette fois-ci, le CSE ne va pas porter sur l'impossibilité de reclassement, mais la tenue de la réunion du CSE et l'audition, elle va effectivement porter sur le projet de licenciement pour impossibilité de reclassement, inaptitude. Donc, vous voyez, c'est la procédure qu'il faut suivre. Et bien évidemment, avant de procéder au licenciement, il faut demander l'autorisation de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement du collaborateur. Il va regarder l'inspecteur du travail s'il n'y a pas effectivement d'inaptitude liée à son mandat. Un petit point juste en dessous, effectivement, il doit prendre sa décision dans un délai de 2 mois, une fois qu'il a réceptionné votre demande d'autorisation. Et si c'est un silence gardé, ça vaut décision de rejet, nous dit le Code du travail, donc il faut bien faire attention à ça. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas dans les 2 mois, vous ne pouvez pas licencier le collaborateur. Bon, en général, ils répondent quand même, notamment quand il y a des décisions pour éviter toute ambiguïté, parce qu'ils savent qu'effectivement, s'il y a une décision implicite de rejet, ça entraîne toujours des recours gracieux, des recours hiérarchiques de la part, ou des recours contentieux de la part des employeurs, donc ils répondent toujours dans le délai de 2 mois. Ça m'emmène effectivement, juste pour vous faire un petit rappel, et il nous reste 2 slides, on aura fini. Quand vous avez pour les options 1, soit une dispense de reclassement ou l'obligation de remplacement, cette reprise de versement du salaire qui est issue du délai d'1 mois à compter de l'avis d'inaptitude définitive, donc à l'issue du second avis, s'il y a 2 visites de reprise, donc c'est la seconde visite, si le salarié n'est ni licencié ni reclassé, vous avez l'obligation de reprendre le salaire. Et qu'est-ce qu'on doit reprendre? C'est l'intégralité de la rémunération, c'est-à-dire salaire de base, salaire variable, heures supplémentaires, c'était structurel notamment, et la prime de 13e mois, nous dit un arrêt de la Cour de cassation assez récent en mai 2021. Par contre, on n'inclut pas les remboursements de frais professionnels, et ça c'est aussi important, on ne peut pas se substituer à cette obligation de paiement par le paiement d'une indemnité de congé payé. C'est là où je disais tout à l'heure, vous voulez contraindre le salarié à prendre ses congés par rapport à notre question de tout à l'heure. Donc, vous avez fait mon teasing avant un des derniers slides. On ne peut pas contraindre, mais par contre, on peut avoir cet échange avec le collaborateur pour essayer effectivement, s'il le souhaite, d'être placé en congé payé pendant cette période, parce que si c'est lui qui prend l'initiative, on pourrait toujours démontrer que c'était sa volonté. On ne peut pas déduire notamment les IJSS, donc ça c'est aussi un arrêt de juillet 2023 qui a été posé cette question. Enfin, c'est quoi vous avez la procédure de licenciement, avant d'arriver à la dernière slide, c'est double motif, d'accord? C'est-à-dire que si vous licenciez, il faut bien que dans la rédaction de votre lettre de licenciement, vous ayez marqué impossibilité de procéder de reclassement suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail. C'est vraiment cette rédaction-là, c'est ces doubles motifs qui vont entraîner la rupture définitive du contrat de travail. Attention à la motivation, dans la situation particulière d'une femme enceinte, en l'absence d'une cour de cassation en 2016, en l'absence de faute grave donc de l'intéressé non lié à l'état de grossesse ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, l'employeur ne peut pas rompre le contrat d'une salariée enceinte, peu important la constatation de l'inaptitude de la salariée antérieurement à l'information de l'employeur de l'état de grossesse. Donc ça, il faut bien vérifier ce que nous dit la médecine du travail. Il ne faut pas lier l'inaptitude à la grossesse de la collaboratrice, sinon c'est la discrimination. Et bien évidemment,
c'est des dispositions d'inaptitude à caractère d'ordre public qui excluent tout autre motif de licenciement, y compris lorsqu'une procédure disciplinaire a été engagée antérieurement. C'est-à-dire que le 16 octobre, vous engagez une procédure disciplinaire contre le collaborateur, je prends vraiment un cas très spécifique, si le 17 octobre, vous avez un avis d'inaptitude, c'est l'avis d'inaptitude qui jouera et qui imposera l'employeur à mettre en place cette procédure. Alors justement, maître, je la gardais pour la fin. On a eu une question sur justement l'imbrication entre la procédure disciplinaire et l'inaptitude. Donc, à savoir là, on avait une mise à pied à titre conservatoire qui était antérieure à une visite de pré-reprise. Et donc, la personne demande votre avis en fait sur la façon dont on peut. Alors, c'est l'avis d'inaptitude qui joue, d'accord? C'est-à-dire que vous avez une visite de pré-reprise. C'est-à-dire que si vous avez un collaborateur, alors quand vous avez déjà premier réflexe, quand vous avez une procédure disciplinaire et que derrière vous avez peut-être des problématiques de visite de reprise, de pré-reprise et de visite de reprise, construisez bien votre dossier disciplinaire. Déjà, c'est le premier point. Parce que quand vous êtes dans cette situation-là, ce qui joue, c'est vraiment l'inaptitude. D'accord? Donc ça veut dire que si vous avez une procédure disciplinaire qui est antérieure, d'accord, et que la fin de la procédure disciplinaire, de toute façon, a lieu avant l'avis d'inaptitude, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez la mettre en place. D'ailleurs, la visite de pré-reprise, elle va simplement renvoyer à une visite de reprise. Donc, elle ne va pas constater une inaptitude du collaborateur. Même si dans la visite de pré-reprise, le médecin du travail peut dire « j'envisage une inaptitude à son poste », c'est pas lors de cette visite de pré-reprise qu'il va constater l'inaptitude définitive. C'est dès lors que la médecine du travail vraiment a reconnu l'inaptitude du collaborateur, donc définitive, par l'intermédiaire d'un avis médical à la suite d'une visite de reprise ou une autre visite, donc sauf la visite de pré-reprise, que là, vous n'allez pas pouvoir mettre en place la procédure disciplinaire. D'accord? Donc, ce qui veut dire, par exemple, dans une mise à pied à titre disciplinaire, en général, elles sont, selon les règlements intérieurs, elles sont assez encadrées, c'est de 1 à 3 jours. Donc, vous voyez, il y a très peu de battements. En général, vous pouvez quand même la mettre en place. Mais si ça se joue à quelques jours, vous pouvez la mettre en place peut-être que partiellement, si vraiment la mise à pied disciplinaire, elle est concomitante à une visite de reprise. Parce que la visite de reprise, en général, elle va donner lieu à un avis d'inaptitude et en général, il est communiqué le jour J, l'avis d'inaptitude. Donc, ce qui va vous permettre finalement de ne pas mettre en œuvre totalement la procédure disciplinaire. OK? Donc ça, c'est aussi un point important. Très bien, merci. Juste donc une dernière question, c'est est-ce qu'il est possible dans le cas d'un reclassement que la rémunération est-ce qu'il est obligatoire que la rémunération du salarié soit maintenue? Et si oui, forcément le même net ou juste le même brut? Alors, ce que je viens vous dire là, c'est juste avant, c'est effectivement vous avez une obligation de maintenir la rémunération du collaborateur. Si à l'issue on est dans le cas du reclassement là, oui, mais reclassement. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait vous avez l'avis d'inaptitude. Si à l'issue de délai d'1 mois de l'avis d'inaptitude, le salarié n'est ni licencié ni reclassé, vous devez reprendre le paiement du salaire, d'accord? Ce qui veut dire que si, donc on est le 17 octobre, il y a un avis d'inaptitude. Le 17 novembre, il est ni licencié ni reclassé. Vous êtes toujours dans la phase de reclassement. D'accord? À partir du 17 novembre, vous allez devoir reprendre le salaire. Et bien évidemment, c'est le salaire brut, on s'entend, qui est repris. Parce que vous imaginez bien, alors en plus, il y a eu des modifications récentes sur les bulletins de paie, où maintenant il y a un aide sociale, il y a un aide à payer, etc., qui a été modifié. Donc vous imaginez bien toutes les considérations, et puis même avec la sécurité juridique des charges sociales et du prélèvement à la source, c'est bien évidemment le salaire brut qu'il faut maintenir du collaborateur. Quand vous êtes dans une phase de reclassement, si la phase de reclassement elle excède le délai d'1 mois après la visite, après l'avis d'inaptitude, vous allez devoir reprendre le salaire du collaborateur. Ok? Donc c'est vraiment à partir de ce délai-là où il faut se dire je dois reprendre le maintien. Et qu'est-ce qu'on inclut? Le salaire de base, le salaire variable. S'il y avait des heures supplémentaires, la Cour de cassation nous dit qu'effectivement aussi il faut les reprendre. Si une prime de 13e mois, il faut la reprendre. Mais par contre, vous n'allez pas reprendre les frais professionnels, d'accord? Si on remarque qu'il y avait des remboursements réguliers de frais professionnels, vous n'allez pas à prendre en compte. C'est un peu en fait la même logique que, vous savez, quand vous êtes en indemnité de licenciement et vous faites un peu un salaire de référence, vous n'avez pas à prendre en compte les frais professionnels. Donc voilà, donc dites-vous bien que c'est vraiment le délai d'1 mois qui compte. C'est-à-dire que dès lors que vous avez l'avis d'inaptitude,
Bon, en général, les employeurs aiment bien faire tout en un mois quand c'est des petites structures pour éviter de payer quoi que ce soit et de payer que l'indemnité de licenciement et ce qu'on vient. C'est-à-dire que si vous êtes dans une attitude professionnelle, vous avez l'indemnité spéciale de licenciement, c'est-à-dire le double de l'indemnité légale, ou l'indemnité conventionnelle si elle est supérieure. Mais attention, l'indemnité conventionnelle, elle n'a pas à être doublée. C'est bien l'indemnité spéciale légale de licenciement qui doit être doublée. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, donc l'indemnité prévue par le Code du travail, quand elle est doublée, si elle est inférieure au calcul de l'indemnité conventionnelle, c'est l'indemnité conventionnelle qu'on prend. Par contre, si l'indemnité légale doublée est supérieure à l'indemnité conventionnelle, vous n'avez pas à doubler l'indemnité conventionnelle. C'est vraiment l'indemnité légale de licenciement qu'on va doubler. Si c'est une aptitude professionnelle, il aura le droit bien évidemment à un préavis, ce qui n'est pas le cas pour une aptitude non professionnelle, où notre salarié licencié aura le droit simplement à une indemnité légale ou licenciement, c'est les plus favorables, et là, il n'y a pas de doublement. Faites attention, voilà, je vous ai mis en cas de non-respect de l'obligation de reclassement, non-respect de l'obligation de consultation du CSE, absence de notification de l'impossibilité de reclassement, toutes les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre de l'employeur. Alors, l'irrégularité de fonds ne se justifie pas effectivement un cumul d'indemnités. C'est-à-dire que l'omission de la formalité effectivement de consultation du CSE sur les possibilités de reclassement et la méconnaissance de l'employeur des dispositions relatives à la motivation, par exemple, du lettre de licenciement, ne vont pas se cumuler. Par contre, on le voit régulièrement et ça va se cumuler sur les dommages-intérêts quand vous avez un licenciement abusif avec des dommages-intérêts pour violation de consultation du CSE ou violation derrière de l'impossibilité de reclassement. Bon, c'est toujours, comme l'a dit très bien Madame Chauvin, encore une fois, c'est du préjudice qui doit être prouvé par le collaborateur, d'accord ? Donc c'est, encore une fois, là, ça va être de l'appréciation souveraine des juges du fond. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'ai un peu débordé sur l'heure, mais j'ai voulu être le plus précis possible, en espérant avoir répondu vraiment à vos questions. Et merci encore à l'Union patronale du Var d'avoir organisé cette webconférence. Et vous aurez bien évidemment, pour ceux qui ont participé, le support. Et je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. Merci Maître. Donc une dernière question qui nous est posée toujours sur ce calcul de salaire de référence. Doit-on intégrer les compléments de salaire, sachant qu'on reconstitue le salaire et que donc si on le prenait en compte, ce serait un salaire supérieur à ce que le salarié aurait perçu en travaillant? Alors c'est toujours le complément de salaire. Qu'est-ce qu'ils entendent par complément de salaire? Est-ce que c'est le complément de salaire qu'on paie pendant la maladie? Oui, je pense que c'est ça, oui. Non, normalement, c'est bien ce qu'on prend en compte, c'est vraiment, encore une fois, le salaire que percevait le collaborateur. D'accord? Donc, c'est vraiment pas effectivement ça peut pas être quelque chose de supérieur. Donc, on peut pas effectivement, on n'a pas effectivement à payer au-delà. Par contre, on peut pas effectivement derrière bien se dire que le paiement doit être inférieur au salaire de référence. D'accord? Donc, ça va être une sorte de salaire de référence qu'on va devoir reprendre en page. Et ce que vous devez reprendre, effectivement, c'est le salaire de base, encore une fois, le variable, les heures supplémentaires et la prime de 13e mois. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et ce que nous dit la Cour de cassation, et ça, c'est un arrêt du 1er mars 2023, notamment, en parlant des IJSS, il n'y a aucune réduction qui peut être opérée, que ce soit forfaitairement ou du salaire antérieur, par l'employeur. C'est-à-dire que les IJSS ne peuvent pas être déduites de ce salaire-là. D'accord? Donc, si l'intervenant qui m'a posé la question, vous verrez cet arrêt-là c'est un arrêt du 1er mars 2023. Et pour le retrouver, le numéro de pourvoi, c'est le 21 19 956. 21-19.956. Vous ne pouvez pas déduire, dans le cadre de la reprise du salaire, des sommes perçues au titre de la sécurité sociale ou du régime de prévoyance. J'ai pas d'autres questions, donc Maître, il me reste à vous remercier pour la qualité de votre intervention. Je rappelle que le support sera adressé aux participants dans les jours qui viennent. Merci à tous pour votre participation. Et la prochaine webconférence de l'Union patronale du Var, ce sera le 7 novembre à 9h. Et nous aborderons, dans le cadre de l'Observatoire départemental du dialogue social, le thème du dialogue social en faveur de l'attractivité des entreprises. Merci à tous, belle journée et à bientôt.